Bonjour, chers amis de Jean Humain. Voici la troisième vidéo du triptyque sur la peur, bonne ou mauvaise conseillère. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à le faire avant de regarder celle-ci qui a pour thème nourrir en conscience son désir de sécurité et ainsi cultiver la confiance. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué que la peur est bonne conseillère dès lors que nous savons de quelle peur nous parlons, reptilienne ou cognitive, et que nous prenons l'émotion dans le bon sens. Dans la deuxième, j'ai tâché de vous montrer à travers un exemple que si nous ne prenons pas ces précautions, la peur peut être mauvaise conseillère et nous allons droit dans le mur. Eh bien, le mur va être notre professeur aujourd'hui. Et comme l'écrit si joliment le poète québécois Gilles Vigneault dans les Contes du coin de l'œil, un mur où on a mis la main soi-même nous en apprend plus long sur la liberté de l'homme que tous les philosophes. La course en aveugle vers le mur. Voilà un exercice que je donne à mes étudiants en cours de management sur le stress. Je vous le décris. Un étudiant se place d'un côté de la salle, en face du mur opposé, l'espace étant dégagé. La mission est simple, courir jusqu'au mur, et je rajoute deux consignes. La première, courir à la même vitesse tout du long. La seconde, courir les yeux fermés tout du long. À l'écoute de l'énoncé, les étudiants commencent à stresser. Ils ont peur alors qu'ils n'ont pas encore bougé. De leur point de départ, certains essaient d'éviter de faire l'exercice. On est obligé de le faire, on ne peut pas le faire en marchant. D'autres tentent de maîtriser la situation en comptant le nombre de pas à faire jusqu'au mur. D'autres encore commencent à se replier sur eux-mêmes. Quelques rares démarrent illico presto à allure soutenue. Et pendant la course, le plus souvent, les corps se tendent, les visages se crispent, le buste se met en arrière, les mains en avant, se préparant au choc. Certains tendent les bras façon bélier. D'autres se recroquevillent de plus en plus. Une large majorité, à une distance plus ou moins grande du mur, ralentit ou ouvre les yeux. Plus exactement, leur corps ralentit ou leurs yeux s'ouvrent, car cela s'impose à eux, n'est pas fait consciemment. Quand je leur demande une explication, ils répondent « Je pensais que j'étais arrivé ou que le mur était proche », voire « c'est que le mur m'arrivait dessus », témoin d'une situation subie. Ceux qui étaient en mode lutte vont jusqu'au bout, la rencontre avec le mur est rude. Heureusement pour leurs articulations et pour le trou de la sécurité sociale, ils ne font pas l'exercice 100 fois. Quelques rares vont jusqu'au bout, sans mettre les mains, se prennent le mur et diront « je pensais qu'il était plus loin ». Comment expliquer ces attitudes et ce stress? Alors quelques éléments de réponse, et tout d'abord sur cette peur avant même de commencer. C'est que les étudiants anticipent, car notre cerveau ne peut pas ne pas anticiper. Il ne cesse de créer le futur en s'appuyant sur un passé mémorisé, et notamment des habitudes mentales et comportementales, ainsi que des représentations bien ancrées. Ce que les étudiants ne captent pas encore, car tout cela s'impose à eux, c'est qu'ils se voient courir comme ils courent habituellement. Or, ici, ils auront les yeux fermés avec un mur en face d'eux. La peur qu'ils éprouvent est une peur cognitive par anticipation qui leur dit juste que vouloir courir à vitesse habituelle dans cette situation, ce n'est pas pertinent. À agir de la sorte, leur désir de conserver leur intégrité physique ne serait pas garanti. C'est pourquoi l'alarme retentit, les invitant à adapter leur stratégie. Sauf que les étudiants, comme beaucoup de personnes, connaissent mal leur processus émotionnel. L'émotion est pour eux comme une langue étrangère encore peu étudiée et les contresens sont souvent fréquents. Pour eux, qui dit peur dit danger, le mur. Ce même mur sur lequel ils se sont maintes fois appuyés auparavant, ce même mur qu'ils pourraient remercier d'exister car il soutient le plafond. Pour leur propre malheur, ils confondent sensation de peur et ressenti de peur. Ressenti qui génère des représentations, le plus souvent binaires, sur soi, les autres, la situation, des représentations qui augmentent avec le niveau de ressenti. Ainsi certains, avant même de partir, se voyaient déjà s'exploser contre le mur, pas moins. Fameux dramaturge que notre système cognitif. Les étudiants
n'en ont pas conscience que le problème est bien moins le mur que vouloir courir à vitesse habituelle dans ce contexte. Que remarquons-nous aussi? Que la grande majorité s'est fiée à sa représentation, je pensais, sans la vérifier. C'est que généralement se référer à sa représentation approximative, issue d'une analogie entre quelques éléments perçus et un contenu mémorisé, suffit pour garantir son désir d'existence. Plus rapide, plus économe, ce fonctionnement cérébral automatique peut cependant pas suffire dans les situations nouvelles. Par ailleurs, plus les étudiants interprètent mal leur ressenti de peur, plus le mur vers lequel ils courent leur apparaît comme un danger, et plus le ressenti augmente, exagérant les représentations jusqu'à en arriver au fameux « le mur arrivé sur moi », sans se rendre compte de l'énormité de leurs propos. Alors, comment les étudiants peuvent-ils mieux nourrir leur désir de sécurité? Assurer leur intégrité physique passe déjà par, en conscience, prendre la liberté d'adapter dès leur départ leur vitesse, de partir suffisamment lentement pour la conserver tout du long et arriver tranquillement au niveau du mur. Solution la plus simple, et pas la plus facile tant nos habitudes et par la suite nos représentations sont ancrées. Pour preuve, lorsque je demande aux étudiants de réfléchir à quelle liberté ils pourraient prendre pour mieux réussir l'exercice, certains sont tellement attachés à leur stratégie et à leur représentation, qui est erronée d'ailleurs, qu'il ne leur vient pas à l'idée de courir plus lentement. Pour eux, ce serait plus courir, ce serait trottiner, voire presque marcher. Courir, pour eux, c'est une évidence, c'est courir vite. Courir plus lentement, ça ne va pas ensemble. Alors que ce qui différencie la marche de la course, ce n'est pas la vitesse, mais plutôt le fait que dans la marche, nous avons à un moment donné les deux pieds au sol, et que dans la course, c'est un pied après l'autre, quand nos représentations deviennent des croyances. À l'heure des charges, cette association courir plus lentement n'est pas naturelle, elle s'apprend. En effet, biologiquement, courir, quand il s'agit de fuir un danger, se fait vite. Pour sauver ma peau, je cours le plus vite possible. Et à un niveau plus identitaire, si je veux gagner une course et remporter la médaille d'or, je vais courir le plus vite possible. Ainsi, courir lentement n'a pas de sens généralement. Mais si nous nous laissons inspirer par la finesse de Raymond DeVos, qui disait en général ceux qui font des généralités sont des cons, nous devenons avisés et libres de faire une infidélité pour une fois à notre généralité, notre représentation. Fidèles d'abord à notre désir de vie, plutôt qu'à des représentations qui, rappelons-le, sont issues de nos ressentis et donc notamment de nos peurs. Deuxième piste, la rencontre de situations nouvelles demande de nous questionner. À quoi puis-je me fier ? Qu'est-ce qui est fiable pour moi pour continuer à garantir mon désir d'existence et en premier lieu ma sécurité? Dans cet exercice, les yeux fermés, ce sont les mains qui savent, elles sont les expertes. Si elles perçoivent l'espace dit libre, je continue à avancer. Et si elles touchent le mur, je m'arrête. C'est aussi simple que cela. Simple, et là encore, pas forcément facile. Car cela demande d'agir en conscience de notre désir. D'être présent à l'instant T, en conscience de notre fonctionnement naturel qui nous fait anticiper et interpréter. Dans cette présence et cette conscience, l'interprétation n'est pas un problème. Il convient juste de la vérifier en la confrontant à nos perceptions à l'instant T, et donc de la valider ou de l'infirmer. Sans cette vérification, nous pouvons devenir infirmes, paralysés par deux informations contradictoires. La représentation nous dit mur, quand l'expérience corporelle immédiate indique espace dégagé. Dans ce cas, le système archaïque prend les commandes, freinage tout et ouverture des yeux. Autre remarque importante, l'information nécessaire et suffisante est celle que captent les mains, mur ou espace dégagé. Quand nombre d'étudiants voulaient savoir où ils se trouvaient dans la pièce et plus exactement où se trouvait le mur. Ce qui n'est pas la même chose. Dans le premier cas, le désir d'intégrité physique oriente l'action des mains et grâce à elle ou
que je sois et à n'importe quel moment, je suis en sécurité. Dans le second cas, le ressenti de peur nous gouverne et nous aiguillonne, augmentant cette focalisation sur le mur obsessionnel danger ou menace, amplifiant les représentations, nous éloignant des faits. Je suis toujours émerveillé par ce que nous révèle ce petit exercice qui casse pas trois pattes à un canard du Gers. D'une part, combien nous pouvons augmenter notre niveau de stress quand nous nous méprenons sur la signification du ressenti de peur. Combien nous pouvons alors nous méfier, défier ou subir la situation et en développer une vision totalement fantasmée en toute inconscience. Le mur arrivé sur moi. Histoire sans fin qui part des ressentis de peur, qui alimente des représentations de plus en plus subjectives, qui nous conduisent à chaque fois à faire toujours un petit peu plus de ce qui ne marche pas, ce qui alimente les ressentis de peur, etc. Bienvenue dans votre propre cercle vicieux. Et puis d'autre part, cet exercice, il nous montre combien il est précieux d'agir à partir de notre désir d'existence, avec à la racine le désir de sécurité. Combien alors se révèle cette petite et précieuse dose de libre arbitre et de responsabilité que nous possédons pour y répondre en conscience. En somme, le choix que nous avons de nous rendre la vie plus simple, et par conséquent plus harmonieuse, ou de ne la compliquer. Prendre soin de son désir de sécurité est simple, ce qui ne veut pas dire facile. Cela peut demander des efforts, de l'entraînement et du temps. Pour résumer en 5 points, il s'agit tout d'abord de reconnaître ce désir en conscience et en intégralité, sûreté et liberté. Deuxièmement, d'agir et d'œuvrer dans ce sens, dans cette complémentarité, cet équilibre des polarités. Comme dans l'exercice où je prends la liberté d'utiliser mes mains pour avoir la clarté sur ce qu'il y a devant moi et ainsi prendre la liberté de continuer ou de m'arrêter. Cercle vertueux de la confiance, nourri par mes perceptions et mes sensations à l'instant T, par ce que je sais et non parce que je ne sais pas. Alliance de la sûreté d'être libre et de la liberté de s'assurer. Troisième point, de se fier s'il est éprouvé à notre ressenti de peur, qui nous indique l'inadéquation de notre comportement. Rappelons-nous qu'un ressenti ne parle que de notre désir, il ne parle nullement de l'autre, de la situation, de l'environnement. Il est une invitation à l'adaptation, l'ajout, la nouveauté, la créativité. Un petit pas de côté à faire en dehors du chemin habituel. Quatrième point, de vérifier sa représentation, si nécessaire, en nous appuyant sur notre perception à l'instant T. Et enfin, cultiver la confiance en s'entraînant, en osant la découverte, en goûtant le plaisir d'apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux se rencontrer. Dernière chose, vous l'aurez compris, ce mur, c'est peut-être une partie de vous-même, une autre personne, une situation ou je ne sais quoi encore, dont nous voudrions éviter la rencontre, alors même que celle-ci peut s'avérer constituer une chance. La qualité de la rencontre et du chemin qui la précède dépend en partie de vous. Je conclurai avec cette interrogation de Francis Blanche. Sommes-nous pas un peu semblables aux moutons ? Nous fuyons celui qui simplement nous dérange pour courir vers celui qui nous tond et nous mange. À bientôt!